soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Philippe Delerme à l'occasion de la sortie de ce livre, Traces, chez Fayard, des textes et des photographies de Martine Delerme, votre épouse, Philippe Delerme. Tout à fait. Alors, ce trace, c'est l'idée qu'un peu partout, de façon volontaire ou involontaire, le temps laisse des traces. Et vous avez donc, avec votre femme, elle fait des photographies, et vous, des textes. Mais dans quel ordre ça s'est passé? Comment ça se déroule? Dans les deux ordres, en fait, parce que certaines photos ont été prises avant les textes. Et moi, j'aime bien avoir des sujets imposés. Souvent, mes bouquins viennent d'un tableau, d'une photo. Ça m'est arrivé souvent. Puis d'autres fois aussi, c'est moi qui ai fait des commandes un petit peu. Par exemple, j'avais envie d'écrire, par exemple, sur cette espèce de code que laissent les SDF. Oui, c'est la première, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Je dois dire qu'il ne faut pas que l'on considère qu'il s'agirait d'un de ces livres avec une photographie et un texte en face. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est vrai qu'il y a souvent des décalages entre les deux. Il y a un vrai dialogue, en fait. Et puis, voilà, ces traces, ce sont des traces un peu infinitésimales, souvent urbaines, mais parfois aussi un petit peu campagnardes. Plutôt urbaines quand même, oui. Parce que dans la ville, on trouve beaucoup de traces, on trouve beaucoup de graffitis, on trouve beaucoup de choses comme ça qui sont la trace d'un passage. Et du coup, il y a une certaine gravité parfois de ces textes. Celle-ci, la toute première, effectivement, on sait, chacun de nous est passé devant une de ces traces-là. Est-ce que l'on s'est arrêté? Qu'est-ce que l'on s'est dit? En particulier celle-ci, parce que, notamment, je pense à un SDF avec qui on peut parler, parce qu'on peut parler, bien sûr, facilement. Les SDF sont des gens qui sont sortis de notre système, mais ils se sont en très peu de temps, enfin, ils sont encore très présents. Et par contre, quand on voit ce qui leur sert de maison, de vie, là, par contre, les choses sont presque plus humaines, en fait, que les hommes eux-mêmes. Et quelque part, je pense qu'il y a ça un petit peu, c'est un peu la philosophie de ce livre, enfin, les choses contiennent des petites portions d'humanité. D'humanité et d'éphémère, comme par exemple ces traces, superbes traces sur la buée, dont vous dites qu'il faut avoir des doigts d'enfant pour les laisser réellement, laisser de vraies traces sur la buée. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que même les adultes ont tendance quand même à faire le geste, dès qu'il y a de la buée comme ça, faire un dessin, mais ils n'osent pas quand même souffler pour refaire de la buée et faire un dessin. Passe blanche. Et les enfants vont jusqu'au bout de ça. Oui. Ouais. Alors il y a de très belles traces, parce qu'il y a aussi des poètes qui sillonnent la ville un petit peu avant vous, comme pour nous laisser des traces, comme ce superbe cœur sur un feu rouge, comme ça. Il y en a un peu partout, et dans Paris, si on regarde bien, il y en a un peu partout. Et c'est assez étonnant, il y a quelqu'un comme ça qui grimpe sur les feux rouges et qui met une espèce de forme en pochoir. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Alors, on pourrait imaginer un agent qui vous arrête pour avoir grillé un cœur. Ben oui, tout à fait, pour avoir grillé un cœur, pas mal. Voilà, ça serait un petit peu étrange, mais c'est ce qui se passe. Et puis, des choses parfois plus graves, comme cette plaque, qui est à la mémoire d'enfants juifs qui ont été emportés dans les camps. Ça me frappe parce que ce sont des traces que l'on vit plutôt dans l'effervescence de quelque chose de plutôt gai. Voilà, on est dans la vraie vie. Et puis tout d'un coup, on passe le long d'une école, on voit ça. Et moi, je trouve ça infiniment plus fort finalement que tous ces films, tous ces bouquins qu'on voit sur la Shoah et qui sont devenus presque un genre obligatoire un petit peu, alors qu'il peut aller dans tous les sens, mais qui est parfois un petit peu pesant. Et là, tout d'un coup, on entend des bruits, on entend les bruits de la récréation, c'est plutôt dans la vie, c'est plutôt gai, et en même temps, ça nous interpelle et ça installe de la gravité dans le présent, dans le quotidien comme ça. Alors, ce punching ball, donc, pour matérialiser un sujet sur lequel vous auriez envie de frapper, alors qu'est-ce qui vous donne envie de frapper là, ce soir? Ce qui me donne envie de frapper ce soir, mais bon, de façon assez régulière, c'est cette espèce de morale de l'allongement du travail là, dont on essaie de nous bassiner en ce moment, et personnellement que je trouve scandaleuse. Alors évidemment, on s'appuie sur l'allongement de la vie, soi-disant. Enfin bon, il est sûrement réel, mais enfin je vois aussi beaucoup de gens qui meurent quand même assez jeunes autour de moi. Je voudrais, j'aime pas sur les grands sujets comme ça parler beaucoup d'abstraction. Moi simplement, j'ai été prof, et c'est vrai que maintenant les profs qui commencent à devenir profs, comme j'ai pu l'être dans un collège avec des élèves de 11 à 16 ans, sont des gens qui auront passé leur CAPES ou leur agrég à 24, 25 ans, et qui donc enseigneront 41, bientôt 42 ans, donc ils auront 67 ans quand ils finiront, s'ils finissent. Et, dans quel état? Dans quel état, voilà. Moi, j'ai quitté l'enseignement à 57 ans. Je trouvais que déjà, c'était un métier que j'ai beaucoup aimé et dans lequel je me suis vraiment bien éclaté. En même temps, je trouve que c'est un métier
correspond à une fatigue nerveuse très très importante. Et je trouve que voilà, on marche complètement sur la tête, c'est complètement irréalisable en fait pour certains travaux. Alors c'est pas parmi les plus durs, mais voilà, c'est un exemple. Il se trouve que c'est un métier que je connais. Celui-là, je suis sûr qu'à 67 ans, on ne peut pas le pratiquer. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de choses. Alors que ce soit une nécessité économique, c'est-à-dire l'équilibre des régimes. L'équilibre des régimes. Il ne faut pas oublier qu'en plus que je ne pense pas que le mot travail, quand on nous a dit, on a l'impression qu'on a laissé tomber toutes les morales, mais qu'il n'est resté que la morale du travail en quelque sorte. Et cette morale du travail, moi, elle ne me plaît pas quand elle est pratiquée sous la forme il faut travailler pour travailler. On a l'impression qu'il y a une espèce de peur du vide derrière tout ça, qui est quelque chose qui est, je trouve, un peu effrayante, comme si voilà, on n'avait pas assez de talent pour vivre sur la Terre, il fallait absolument être une espèce de Sisyphe. Je ne pense pas que Camus, quand il a écrit à la fin du mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux, je ne pense pas qu'il pensait à cette façon d'envisager le travail. Coup de sifflet pour nous donner l'occasion de ressortir une critique, il faut le reconnaître, pas très agréable pour notre invité. Bon, c'est ainsi. C'est la règle. C'est la règle du jeu. Donc c'était dans Libération le 15 janvier 2004, on est remonté un petit peu. Philippe Delerme, Marin d'eau douce. Donc c'est un texte de Lilian Massoulier. C'est un petit peu particulier, on expliquera un peu la nature de ce texte. Philippe Delerme est-il un écrivain? Oui, sans doute. Jusque-là, ça va. Mais Delerme a-t-il quelque chose à écrire? Non. Sans aucun doute, non plus, Delerme n'a pas de sujet, pas d'histoire, pas de personnage à dépeindre, et se contente donc de photographier le quotidien. Ça tombe bien. Ça ne fait pas un livre, et encore moins un écrivain. Delerme a choisi de se spécialiser dans le compactage de clichés, de banalités prétendument touchantes. Or, il n'y a pas plus de poésie ou d'humanité dans ces pages que dans une liste de courses. Le genre manuscrit que toute maison d'édition digne de ce nom refuserait. Ça tombe bien parce que vous connaissez le refus en matière de... Hein, vous avez pratiqué longtemps. Oui, une dizaine d'années, oui. Ouais. Alors, quand on lit ça... Quand on dit ça, très franchement, j'ai trouvé ça franchement assez suspect parce que, pour tout dire, Libération est un journal qui m'a consacré assez peu de place. Quand j'ai eu un gros succès avec la première gorgée de bière, j'ai eu droit au portrait derrière, qui était d'ailleurs sympa à l'époque. Et puis après, Silence, vraiment... C'est pas les mêmes pages, hein, la page littéraire et le portrait. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis après, Silence Radio, et tout d'un coup, là, on voit arriver, non pas un article de critique, mais c'est censé être une lettre de lecteur. Et je trouve ça quand même une démarche assez particulière. Un lecteur qui, quand je sors un recueil de textes courts, écrit à Libération, une longue lettre, puisque ça fait une demi-page de Libé, et puis Libé donc la publie. Enfin voilà, donc moi je trouve que ça sent le coup fourré pas très net, quoi. Et en l'occurrence, c'est là, j'aurais aimé avoir la belle honnêteté de dire, je trouve ça éventuellement formateur ou sympa d'avoir des critiques. Il y a des critiques constructives négatives. Là, je suspecte simplement carrément l'honnêteté du procédé. Oui, parce qu'en fait, c'est se cacher derrière un lecteur pour dire des choses qu'on avait pas envie de dire oui, soi-même. et puis le lecteur, je ne sais même pas s'il existe, en fait. Philippe Delerme, ce miroir avec un reflet, c'est une trace aussi, le reflet, pour manifester votre admiration pour qui ce soir? Pour le patron, pour Marcel Proust et pour le boss, du côté de chez Swann. Oui, parce que voilà, moi quand j'ai découvert ça, je l'ai découvert comme vous, Daniel, je crois, dans une édition de livres de poche sur les. Il y avait une autre couverture. Les manuscrits de Proust, ça avait une saveur particulière d'ailleurs. Et je crois que vous en avez parlé quelque part aussi. Oui, bien sûr, parce que Marcel Proust, comme vous le dites, c'est le boss. Et là, c'est à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Donc voilà. Et en fait, moi, quand j'ai compris ça, parce que quand j'étais petit, il y avait des bouquins qui étaient le long de ce meuble éminemment années 50s qui était le Cozy Corner. Ah, le Cozy Corner, on tirait le lit, tout ça. Voilà. Et il y avait des bouquins, et il y avait un bouquin de Proust. Et bon, j'étais déjà bon lecteur, mais j'y comprenais rien, quoi. Et voilà, donc c'était bizarre et ça me fascinait un peu quand même quelque part. Et puis après, tout d'un coup, voilà, j'ai compris.
Et j'ai compris, et puis ça m'a découragé complètement d'écrire. J'écrivais pas encore, mais... Ça peut produire cet effet. Voilà, oui. ça a fait, bon, à quoi bon, quoi, bon, oui. Parce que tout est tellement dérisoire à côté de ça. Et puis en fait, c'est assez curieux parce que Proust, c'est quelqu'un qui vous décourage d'écrire, et en même temps, à chaque page, c'est quelqu'un qui vous donne des autorisations. Ouais. Et je trouve ça, en l'occurrence, moi, ça m'a autorisé tout ce que j'avais envie de dire. Dire, par exemple, que la peur de trouver le sommeil vous réveille. C'est-à-dire dire les choses de façon paradoxale. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bon, le célébrissime épisode de La Petite Madeleine, c'est fabuleux, cette impression comme ça de ressentir quelque chose qu'on a déjà vécu. Voilà, la première fois qu'on lit ça, on se dit, ah bon, on a le droit d'écrire ça dans un livre. Et parce que, en fait, ça parle aux gens, et même des enfants très jeunes. Moi, en classe, par exemple, j'étudiais des passages de Proust avec des enfants très jeunes, même si la langue est difficile et méandreuse, etc. Les sensations sont tellement proches du regard des enfants eux-mêmes que en fait, ils comprennent leur fonctionnement comme ça. Oui. Et que, par exemple, on puisse rêver sur des sonorités de noms de villes où on n'a jamais mis les pieds. Sur des parfums. Voilà. Sur des odeurs. C'est une dimension poétique alors qui, moi, me captive et dans laquelle je me noie encore. Voilà, donc cette petite caméra pour dire, Philippe Delerme, que vous allez nous emmener dans un moment. Moi, je ne vais pas vous emmener loin. Ah, vous ne nous emmenez pas, bon, d'accord. Je vous emmène, mais je reste ici parce que voilà, j'aime bien ce quartier où nous sommes. Qui me parle parce qu'en fait, il y a beaucoup d'anciens bougnats. Bon, nous sommes dans un café charbon, bon, ça sent bon l'Auvergne. Voilà, voilà. Et il se trouve que Martine, donc, mon épouse, fait des recherches généalogiques. Elle est complètement auvergnate, mais vraiment juste depuis 1600, 1500, etc. Et c'est lié à... On a dit souvent du mal du 19e, on a dit souvent que c'était un siècle un peu bête, et moins à la mode que le 18e, qui est souvent pour les intellos, voilà, le siècle... Plus flamboyant. Plus flamboyant, etc. Ouais. Moi, je trouve que le 19e, c'est un très beau siècle, justement, au niveau de la vie de tous les jours. Il y a une espèce de beauté des choses simples qu'on trouve dans des endroits comme ici, quand on voit les peintures qui sont autour de ce café. Et ça fait un petit peu aussi le charme de votre émission, là, du coup, voilà, dans un lieu comme ça qui est riche en humanité. Mais vous, est-ce que vous avez des souvenirs de café quand vous étiez gamin ou quand... Ce sont surtout des souvenirs de lycée. Enfin, j'ai vraiment... moi, c'était chez Henri, près du lycée de Saint-Germain-en-Laye où j'étais donc lycéen. Et puis il y avait le flipper, bien sûr, les grattes et bon, les commentaires sur les filles qui passent. Parce que, bon, évidemment, c'est une époque. Moi, j'étais dans un lycée, 3800 garçons. Et de l'autre côté du trottoir, un continent, un autre continent, un ailleurs improbable. Ouais, c'est des jolies traces d'adolescence aussi, c'est ça? Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on peut imaginer que dans pas très très longtemps, une occasion, il pourrait y avoir peut-être des traces des cafés parisiens ou de la ville. Là, celle-ci, ce sont des traces. Philippe Delerme, photographie de Martine Delerme chez Fayard. Voilà, ces traces, une façon de se retrouver, de faire son petit trésor avec toutes ces traces qu'on côtoie, parfois qu'on rate, qu'on manque, qu'on oublie, mais que grâce à vous, on retrouve. Merci. Philippe, merci beaucoup. Merci, Daniel.